Histoire orale de la production intellectuelle en Afrique du Nord. Maroc, Algérie, Tunisie. D'abord, merci beaucoup bonjour pour votre bel amour et pour l'accueil. On est chez vous, C'est moi qui vous remercie. à Oran, Oui. dans ce qu'on appelle Oran Est. En Est, oui. Ouais. Vous êtes économiste. Tout à fait, oui. Hein. Je pourrais dire un peu plus parce que, évidemment, je suis allé me promener pour voir un peu ce que, Oui. ce que vous avez fait depuis que je vous ai contacté la première fois. Oui. Mais pour ce travail-là précis, je préfère laisser la parole à mes interlocuteurs et interlocutrices pour se présenter directement comme ils le souhaitent, comme donc vous le souhaitez. Oui, mon nom de famille c'est Senoussi, mon prénom c'est Benabou. Je suis né en 1960 à Tizi, à Milaja, Mascara, à ne pas confondre avec Tizi Ouzou. Oui. C'est tout à fait à l'ouest, c'est à 100 km d'Oran. Donc j'ai grandi là-bas. Ensuite, mes parents sont venus à Oran. Mon père était commerçant au début, ensuite il est passé instituteur, ensuite il est redevenu commerçant. Mais il avait toute une bibliothèque à la maison, il avait plein d'ouvrages. Il était un bon bilingue, des ouvrages en français, en arabe. Et je me suis un petit peu imbibé à travers les lectures que je faisais dans la bibliothèque de mon père. Ça m'a beaucoup aidé. J'étais assez jeune où je commençais la lecture. C'était quel genre de livre? C'était des romans. Et vous vous rappelez du ou des premiers romans que vous avez lus? Je me rappelle. Alors il y avait le Misérable de Victor Hugo, comme il y avait le Mafaloté. Il y avait deux ou trois. Il y avait un peu de tout. Ouais. Il y avait Tahoussi, le Hamish Sira par exemple. C'était les livres de mon père que je lisais. Donc, Il y avait Majdoulin, il y avait le Abarat, il y avait. surtout, vous êtes en train de citer des auteurs arabophones. Oui. Non, mais j'avais lu Victor Hugo de la bibliothèque de mon père, Oui. Les Misérables, ça je me rappelle très très bien. Les Misérables. D'accord. Ouais. Et votre maman, elle faisait quoi? Non, ma maman, c'était une femme au foyer. Ouais. Elle savait lire et écrire ou pas? Non. D'accord. Et vous étiez combien de frères et sœurs? Nous sommes 6 garçons et 3 sœurs. D'accord. Et vous êtes l'aîné? Je suis l'aîné des garçons. L'aîné des garçons. Oui, Il il y avait y a une fille Khadija qui est plus âgée que moi. plus âgée que vous. Oui. D'accord. Et vous êtes né à Tizi, donc, et à quel moment vous arrivez à Oran? Bon, je ne me rappelle pas exactement, mais c'était juste après l'indépendance. Oui. Ma mère habitait déjà Oran auparavant. Elle était originaire de Non, elle est originaire de Mascara, mais ses frères ont déménagé à Oran pendant les années 40 ou 50, je ne sais pas la date exacte, mais c'était les années 60. Donc mon père il a ouvert un magasin. Ensuite, peut-être qu'il a été influencé par les idéaux de. Il a été travailler dans les écoles primaires comme instituteur. Et c'est là qu'on a un petit peu fait les villages de l'Ouest, fait les déplacements chaque fois, les mutés chaque fois. Mais il n'arrivait pas à les joindre les deux bouts. Sa paye d'instituteur ne lui suffisait pas. Donc à chaque fois, à chaque fin du mois, il va chez mon oncle pour les maisons pour boucler le mois.
sa paye ne lui permettait pas vraiment de... Tant qu'il a laissé tomber l'enseignement, il est redevenu commerçant comme il était. Vous êtes né en 60, donc 2 ans avant l'indépendance. Votre père, à ce moment-là, est-ce que votre père s'était engagé dans la lutte d'indépendance? Oui, oui. Mon père et mon grand-père. Mon père même il a fait de la prison. Même il a été torturé et il y avait même des séquelles de torture. Même. Votre grand-père? Mon père qui avait des séquelles. Mon grand-père aussi a été emprisonné. Oui. Votre père a été torturé, donc torturé, oui. Torturé. Vous vous rappelez la période, quand est-ce qu'il a été arrêté? On m'a dit que pendant la période quand je suis né, mon père était en prison. D'accord. Ouais. Et il est rentré au moment de l'indépendance ou plutôt? Non, en prison, il était à Mascara, il était dans la prison de Mascara. Ouais. On a même des photos de mon père à la prison. D'accord. Ouais. D'accord. Et donc au moment de l'indépendance, vous avez 2 ans, vous êtes trop jeune. Je ne me rappelle pas exactement de... Évidemment. Mais la mémoire a posteriori, comme on a pu vous raconter, qu'à partir du moment où vous avez commencé à prendre conscience des choses, c'est quoi pour vous enfant encore? C'était quoi l'indépendance? C'est un événement? Non, je me rappelle juste une chose, je ne sais pas c'était à quelle date, mais j'étais jeune, j'étais enfant. Il m'a fait sortir pour faire des drapeaux pour je pense que c'est 5 juillet ou 1er novembre, je ne sais pas quel. Je devais avoir 3 ou 4 ans peut-être. Oui. Donc pas encore à l'école. C'est un souvenir qui me revient. Pas encore à l'école? Non, pas encore à l'école, non. Parce que l'école, vous avez commencé à fréquenter à partir de 5-6 ans, comme 6 ans. Mon père, il a refusé pour être instituteur à l'époque. Il m'a scolarisé à l'âge de 6 ans. Il ne voulait pas me faire la faveur, parce qu'on donnait des faveurs pour les instituteurs. Ah, d'accord. On pouvait admettre aux enfants à l'âge de 5 ans à l'école. Et lui, il ne voulait pas profiter. Là, c'était 6 ans, je me rappelle, 6 ans. Question d'honnêteté, de fierté, question de... Je ne sais pas, mais... Il l'a pas fait. Il l'a pas fait. D'accord. Et il était quel chien que vous avez reçu? C'était assez souple, assez... Il était très cool, mon père. Très cool? Très cool. Ouais. Et donc vous sortiez, Il faut dire que j'ai passé une partie de mon enfance chez mon grand-père. Quand mes parents étaient à Oran, j'ai passé une partie de ma scolarité primaire chez mon grand-père. Ouais. Et c'est pareil, c'est assez cool? Non, c'est différent. C'est pas comme mon père. Un peu moins non, mon grand-père était très cool, mais mon oncle était un peu sévère, c'est normal. Oui. Mon oncle vivait avec mon grand-père. Il était un petit peu sévère, je trouvais ça tout à fait normal. Ouais. Et ils sont toujours en vie, vos parents? Non, malheureusement, non. J'ai perdu ma mère en juillet 2020. Oui, c'était une épreuve dure que je n'ai pas... Jusqu'à présent, il y a toujours des... Ouais. C'était très dur quand même. Et le père est parti plus tôt? Non, il est parti trop tôt. Il est parti à l'âge de 65 ans. 98, novembre 98. Vous aviez quel âge? Vous aviez quel âge quand? 98, 38 ans. D'accord. Et vous aviez une relation, à fur et à mesure, avec vous grandissiez, vous commencez à avoir des vraies relations avec votre père, vous discutiez, vous échangez, et un peu avec l'âge, vous changez de pendant le lycée, sérieuses. Pendant le lycée, au début du lycée, oui, mais après, notamment à l'université, ça a commencé. Je commence à prendre un petit peu de la distance.
peut-être c'était l'université, je ne sais pas, mais C'était vous qui prenez de la distance. oui. 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 Parce que ça ne communiquait pas, vous n'arrivez pas à faire comprendre. Il n'y a pas eu de conflit, il n'y a jamais eu de conflit entre moi et mon père. Jamais eu de conflit, mais déjà, donc, au lycée, j'ai commencé à faire du volontariat. C'était la fin, le dernier temps du volontariat. Nous étions, je pense, la dernière brigade. Ça, c'est des années 70. 79. Moi, j'ai eu mon bac en 81, pardon. Et donc, la dernière année du lycée et la première année de l'université, on a fait le volontariat. Pendant 2 années, c'était les seules années que j'avais fait de volontariat. Et après, c'était la fin. Et c'était pour expliquer aux paysans l'intérêt. C'était bon, j'ai dit c'était la fin de volontariat parce que c'était aussi la fin de la révolution agraire. Parce que le but des volontariats, c'était ça, c'était de faire rapprocher les étudiants de la paysannerie pour leur expliquer un petit peu ce que c'est la révolution agraire, les structures, ce que c'est une coopérative agricole, toutes les structures, les CAPRA, et tout ce qui s'ensuit avec. Oui. Expliquer les textes de la révolution agraire. Vous y croyez à l'époque? Oui, profondément. Et plus tard, avec la distance Forcément qu'il y a toujours des mais remise en cause, pas sur le principe, mais par rapport à certains détails, par rapport à certaines priorités, par rapport. Mais on a été béni dans cette atmosphère-là. On ne peut pas nier ou remettre en cause. Jusqu'à présent, je nie pas mon passé, ni par rapport à ce que je faisais. Non, mais je veux dire, ma question était sur l'idée, si à un moment plus tard, vous vous avez demandé qu'est-ce que vous étiez allé faire là-bas, c'était porter les bonnes paroles, vous avez comme un peu une âme missionnaire. Non, on le faisait par militantisme, par conviction. Oui. C'était notre rôle. Bon, ce n'était pas le cas de tous les étudiants, ce n'était pas le cas de tous les lycéens par rapport à la première année. J'étais parmi les rares lycéens qui faisaient du volontariat à l'époque. Le volontariat, c'était surtout le volontariat étudiantin. Oui. C'était surtout les étudiants. Et je me rappelle, on était en train de rédiger un rapport à l'époque, et c'est moi qui avais pris la rédaction, avec le chef de brigade, Boulicha. Donc, et pour moi, j'étais convaincu que ça allait donner des résultats, que cette lettre-là va bouleverser toutes les choses au niveau de la commune de Masra. Parce qu'il y avait des problèmes qu'on avait évoqués dans ce courrier-là. C'est une longue lettre de plusieurs pages. Mais finalement, la lettre est restée lettre morte. Pas eu de suite, n'a pas eu de. Et c'est là où ça commence la désillusion. Parmi les moments où on sent il y avait un petit peu trop de romantisme dans la démarche, pas assez réaliste, pas assez. Et donc il y a eu un moment de désillusion. Oui. Parmi les moments, c'est cette lettre-là parce qu'elle était adressée au président de la République à l'époque, et on pensait que ça allait bouleverser les choses. Que ça allait donner des résultats, mais ce n'était pas le cas. Ouais. Et donc, vous faites la première année de volontariat, vous passez votre bac à ce moment-là. Oui. C'était la fin du lycée. Quand j'ai eu mon bac, j'étais à la campagne volontaire, j'étais à Messra. D'accord. Voilà. Et c'était un bac de quoi? Sciences. Sciences. Et cette expérience de la campagne,
ça ne vous a pas donné l'idée de vous spécialiser sur l'économie éventuellement, mais l'économie rurale dans ce cas-là, ou une autre discipline branchée sur, si je peux dire, orientée Oui, vers la campagne oui algérienne? les idéaux dont on s'est imbibé à travers nos lectures pendant la campagne de volontariat faisaient aussi de la lecture, des bouquins révolutionnaires. Et donc, on est imprégné de cela et forcément, j'ai été un petit peu influencé par rapport à la décision après le bac, ce que je dois faire. J'ai choisi l'économie un petit peu par conviction, c'est comme si c'était ma vocation de faire l'économie, j'étais prédestiné à faire sur l'économie. Alors que je pouvais faire médecine comme l'ont bien voulu mes parents, mais j'ai opté pour l'économie. Pourtant, vous saviez que, comment dire, vous auriez un meilleur futur, entre guillemets, matériellement parlant, en faisant médecine qu'en faisant économie. Vous avez plus de chances professionnelles. Je ne voyais pas à l'époque, je ne voyais pas cet aspect. Peut-être que j'avais tort, mais Oui. c'était pas ça la priorité. Mon père aussi était commerçant, on vivait dans des conditions on était très à l'aise du point de vue matériel et financier. Et même je- quand j'ai fini mes études de licence en économie, mon père il avait préparé une petite usine de produits cosmétiques. Il pensait que j'allais prendre en charge La suite. la suite et je l'ai vraiment déçu et ça l'a choqué. Je lui ai dit que je veux bien faire une carrière universitaire. Et voilà. L'économie s'est imposée. Oui. Comme, J'aurais pu être économiste tout en gérant l'affaire de mon père, parce que c'était aussi de l'économie, mais j'ai voulu faire une carrière académique, une carrière universitaire. Et c'est vraiment quelque chose que vous, pour votre propre curiosité, vous voulez faire ça pour apprendre à regarder, à analyser, à observer, ou est-ce que c'était une forme d'obligation envers l'Algérie ou envers le pays? J'étais un petit peu omnibulé, aveuglé par l'idée que je dois faire une carrière universitaire, je dois continuer ma tâche. Peut-être qu'avec les recrues, peut-être que j'aurais dû prendre l'affaire de mon père. Je ne serais pas dans le même. Peut-être, je dis, mais j'étais décidé, dans ma tête, c'était clair et net. Mais la question, c'était pour vous ou pour l'Algérie? Pour aller, pour vous, le pays, pour ce peuple? Moi, je pensais, je voyais uniquement mon intérêt personnel, j'aurais opté pour l'affaire de mon père. D'accord, ok. Donc c'est vraiment votre conviction C'était profonde conviction, il avait de la conviction. il fallait quelque chose. Oui. Oui. Et ce moment-là, vous faites l'économie. L'économie, c'est pas à moi de vous l'apprendre, c'est large quand même. Eh ben oui, j'ai pris comme spécialité planification et développement. Oui. Ça aussi, c'était un choix. Il y avait la gestion, il y avait la science financière, il y avait l'économie financière. Moi, j'ai choisi planification et développement. C'était par rapport à un choix, par rapport à des idées, par rapport à des idéaux, par rapport à... Ouais. Vous étiez comment dire, pour aller vite, vous étiez marxiste à l'époque? Oui, j'avais quelques penchants. Je ne le dis pas ouvertement, mais je ne le disais pas ouvertement. Non, mais les gens me taxaient de tel. Oui. Votre grille de lecture des phénomènes économiques était, et sont peut-être encore, marxistes. Mais pas que. Oui, mais c'est vrai, je me suis un petit peu imprégné de cette philosophie. Jusqu'à présent, on dit que les ouvrages de Marx pendant la crise de 2008 ont été vendus à grande échelle en Europe. C'était le retour à Marx lors des crises économiques. Oui, bien sûr. Ça...
On le sait, même le nombre de livres réédités, Voilà. les ventes ont réaugmenté de nouveau Tout à fait, ouais. depuis la fin des années 2000, début des années 2010. Moi, je pense peut-être que il faut toujours se remettre en cause et faire la part des choses, mais ne pas jeter le bébé avec l'eau de la bassine. Mhm. Il y a toujours des choses très utiles qu'on peut garder par rapport à ce qu'on avait comme idéaux, comme la méthodologie marxiste est toujours valable pour moi. Mhm. Et donc, vous commencez, vous faites votre licence, et après vous continuez avec une thèse Oui, j'ai passé le concours de magistère. de magistère. C'était plusieurs centaines à passer le concours, donc nous avons été 6 à être retenus. Ouais. Et c'était pour moi une source de fierté à l'époque. Ça m'a fait que renforcer mes convictions et ça m'a mis à l'aise par rapport à la décision prise quant au choix d'une carrière académique. Ouais. Et donc, j'ai fait 2 années 18 mois de formation théorique, ou 2 années de formation théorique. Ensuite, c'était la thèse de magistère. Je me suis inscrit avec l'Arhmo Abdelrahman Fardeh, c'était mon directeur de thèse. Et malheureusement, au moment où j'allais soutenir il a été assassiné. Oui. Quelle année 94, septembre 94. Et du coup, vous étiez obligé d'aller finir en France, la thèse Non, 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 je partais avec le magistère. Ouais. En France, c'était j'ai préparé le doctorat en France. Je l'ai soutenu ici, mais je l'ai préparé D'accord. en France, le doctorat, la thèse de doctorat. Et c'était quoi le sujet de votre thèse Le sujet de la thèse de doctorat ou de magistère? Ouais, le doctorat. Le doctorat, c'est pas très loin. Le doctorat, c'était l'analyse du système productif algérien à l'aide du modèle input-output, le modèle de Léontiev. Et le magistère, c'était sur le même Pas loin, presque la même chose. Et finalement, la thèse a été réalisée sous la direction de qui Non, il y a quelqu'un d'autre qui a pris la relève de M. Abdelrahman Fardeh. Mais la thèse de doctorat, je l'ai fait en France avec Bernard Franck. Ok. Oui. Vous êtes allé en France en quelle année C'était en 2005, mars 2005. En 2005. Oui. Et entre-temps, vous étiez assistant à l'université ici. Vous avez un poste d'enseignant ou pas? Oui, j'étais maître assistant. J'ai occupé des postes de responsabilité comme chef de département. Ensuite, directeur adjoint. Ensuite, j'ai été nommé directeur de l'Université de la formation continue à Oran. 1998 jusqu'en 2005, l'année où je suis parti en France. D'accord. 2005, et vous êtes rentré à quel moment En 2007. 2007. C'est les 2 dernières années de la thèse. Oui. Hein? Après, vous soutenez, vous rentrez et vous réintégrez l'université. Tout à fait, oui. Avec quel titre J'imagine que vous après soutenance, maître de conférence A. Maître de conférence. C'était un doctorat d'État. Un doctorat d'État. Maintenant, on ne fait plus un doctorat d'État. Ouais. C'était un doctorat d'État. Doctorat d'État. Oui, oui. D'accord. Ça vous a pris longtemps. Oui, j'ai mis trop de temps. Oui. C'est vrai. Combien 10 ans C'est lourd, oui, oui, tout à fait, 10 ans. Oui. 10 ans. 10 ans. Ça a été publié Oui, ça a été publié. Oui. ici en Algérie ou... Non, non, à l'étranger. D'accord.
2005, vous êtes encore assez jeune pour postuler en France. Après les années 90, tout ce qui s'est passé, quand vous finissez votre thèse, vous n'avez pas pensé à rester en France? La thèse, je l'ai soutenue ici en Algérie. Oui, mais je veux dire, une fois que la thèse était soutenue, Oui. vous n'avez pas pensé à rester en France? Ça ne vous intéressait pas? Non, pas un seul instant. Non? Non. C'est... J'avais la possibilité, j'ai 3 frères là-bas en France, dont un était l'entrepreneur du bâtiment, mais il m'a proposé de rester travailler. Mais Non, ça ne m'a pas emballé. parce que vous saviez que vous avez une carrière en France, déjà quasiment tracée, et aussi par cette obligation, ce sentiment d'obligation vers votre pays, ou en 2005, vous étiez passé à autre chose? Possible, oui, mais je ne m'étais pas du tout... ça ne m'a pas tenté de rester en France. D'accord. Et alors, on va aborder la question de recherche un peu, votre carrière de chercheur. Oui. Vous arrivez, vous avez votre thèse en poche, vous avez votre poste, et vous avez donc la possibilité de vous lancer dans vos travaux de recherche et de publication. Et là vous choisissez quoi comme sujet de recherche? Qu'est-ce que vous Oui, avez... après la thèse, j'ai changé un petit peu de cap. J'ai commencé à m'intéresser au domaine de l'énergie, mais avec une approche économique, plus spécialement le gaz naturel. Donc j'ai fait quelques publications là-dessus, des communications. Ensuite, j'ai élargi le champ même à l'énergie dans sa dimension plus globale. Au départ, c'était l'énergie avec l'économie internationale de l'énergie par rapport aux relations internationales, le commerce international de l'énergie. Ensuite, de proche en proche, je commence à m'intéresser aux questions de la sécurité énergétique, la transition énergétique. Voilà. Même j'ai fait beaucoup de travaux sur l'énergie et j'ai même, il faut dire qu'en 2010, j'étais nommé directeur de l'école préparatoire en sciences économiques, qui est devenue par la suite école supérieure d'économie. J'étais donc en 2010 jusqu'à 2017. Et pendant le moment où j'étais à la tête de cette école-là, j'ai créé la spécialité économie de l'énergie. Économie de l'énergie dans le sens de énergie économique. En arabe et en anglais, c'est plus explicite. C'est Sadiat Taqa. En français, quand on dit économie d'énergie, c'est comme si. Ça signifie comme si on peut faire des économies de l'énergie. Économiser de l'énergie. Ouais, non, c'est la discipline, en tant que discipline. Ouais. C'est comme on dit, c'est comme si on peut dire l'économie politique de l'énergie. Ouais. Voilà. En anglais, c'est plus clair, c'est énergie économique, ou bien en arabe, Sadiat Taqa, c'est plus. Donc j'ai lancé, c'était la seule spécialité à l'échelle nationale. Et voilà. Ça attire des étudiants? Ça a attiré au début, ça a attiré. Ensuite, quand j'étais plus à la tête de l'école, donc les sections venues après, ils voyaient d'autres priorités, d'autres. Donc ils ont créé d'autres spécialités, d'autres. Et l'école d'économie dont j'étais le directeur, je voulais que ce soit l'école d'économie. Je voulais un petit peu réhabiliter parce que il y a l'approche techniciste qui a pris le dessus avec le mainstream néoclassique. On a un petit peu marginalisé la science économique dans notre pays au profit du marketing, management. On a donné un contenu technique, information académique. Après, un économiste, il devait faire de l'analyse économique. Il n'est pas là pour faire des calculs ou des soustractions, d'additions. L'économie politique, c'était aussi un objectif de votre initiative, de créer un peu une école
C'était le retour à la science économique. C'était ça, réhabiliter la science économique. En général. En général, oui. Ouais. Et former des économistes. Pas des techniciens en management ou techniciens en marketing ou techniciens en comptabilité. Le pays a besoin d'économistes, des macroéconomistes comme des microéconomistes, des macros pour les besoins de l'économie nationale, pour l'administration centrale, pour les cadres économiques de l'État. Est-ce qu'il y a eu au moins une promotion d'économistes qui a été formée? Oui, il y a 4 ou 5 promos qui sont sortis. Ils sont partout, enfin, on les voit partout, dans l'administration publique, dans les entreprises publiques, même des entreprises privées, même à l'étranger, en Europe, au Canada, surtout en France. En tant qu'économiste? De l'école, oui. Oui. De sciences économiques en général et pas forcément une sous-discipline. Non, c'est les sciences économiques. Le diplôme, c'est les sciences économiques. Option, économie d'énergie ou bien les spécialités. Moi, j'avais créé deux spécialités, l'économie de l'énergie et l'économie numérique. Et l'économie numérique, c'était une décision du gouvernement de l'époque. Ils ont choisi l'école d'Oran pour l'économie numérique. Donc c'était une décision à la limite politique, prise par le gouvernement algérien de l'époque. On va revenir à cette période-là. J'aimerais, puisqu'on est en train de parler de discipline et de formation et ainsi de suite, j'aimerais revenir avec vous si vous avez fait vous-même le bilan de la période de la planification. Et vous êtes intéressé par la planification, si j'ai bien compris, la planification et développement durable. Planification et développement, pas durable. Ah, développement, oui, pardon, on en a parlé tout à l'heure en aparté. Oui. Je suis absolument d'accord avec vous. Développement, donc planification et développement. Et vous les liez ensemble, évidemment, parce qu'on planifie pour le développement. Tout à fait. Et cette expérience algérienne de la planification, elle est définitivement passée, elle est définitivement morte? Pendant les années 90, on avait amorcé la transition vers une économie de marché. Oui. Et vers la fin des années 90, nos décideurs ils pensaient que l'économie de marché, c'est la fin de la planification. On avait un ministère de planification, ensuite un commissariat au plan. Et ensuite c'était rien, il n'y avait rien. Ils ne savaient pas, comme même des pays capitalistes, à l'image de la France, qui ont toujours un commissariat au plan qui est très présent, qui décide, à l'époque, ils voyaient une incompatibilité entre la planification et... Alors qu'une économie en voie de développement, la planification, c'est pas... il pouvait avoir une symbiose entre la planification et l'économie de marché. On voit très bien que dans les crises économiques des pays occidentaux, quand ils sont en crise, l'État intervient. Ce n'est pas le marché qui règle le problème. C'est l'État qui intervient, qui met la main à la poche, par exemple, qui régule. Et ça relève de la planification? En partie, oui. Quand on décide, quand on planifie, oui, ça relève de la planification. Mais la planification dans sa vision la plus large, c'est de faire des plans sur le moyen terme, sur le court terme, c'est ça la planification. C'est des objectifs à mettre en œuvre, et les objectifs à prévoir, et les moyens à mettre en œuvre pour atteindre ces objectifs. Développement socio-économique. On ne peut pas gérer le pays avec la navigation à vue. Comme ça, laisser passer le marché qui va tout réguler, le marché qui va tout faire. Non, je regrette, il faut planifier.
Et c'est parmi les causes des problèmes économiques qu'on est en train de vivre actuellement, c'est l'absence de planification. Est-ce que vous êtes en train de nous dire qu'on ne peut pas imaginer un développement sans planification? Pour les pays en voie de développement, oui. Je vous ai donné le cas de la France, qui est un pays très développé, très capitaliste, et pourtant, ils ont un commissariat au plan. Moi, je pense pour le cas de notre pays, oui. Tous les pays en voie de développement ont besoin d'un organisme de planification. L'économie planifiée a été, disons, progressivement, évidemment, j'imagine que ce n'était pas du jour au lendemain, abandonnée, au même temps qu'on a abandonné les coopératives, la réforme agraire, enfin toutes ces... Mais je ne suis pas pour une économie administrée. Je pense qu'on peut avoir une économie où les forces de marché peuvent jouer un rôle avec des directives du plan, avec des orientations, une régulation étatique. Nous sommes un pays en voie de développement, économiquement très fragile. Donc la planification est un outil pour le développement. Et alors, je vais revenir à la même question, mais d'une autre manière. Est-ce que le libéralisme est compatible avec le développement? Au-delà des questions idéologiques, est-ce que les pays en voie de développement, ou sous-développés, on les appelle comme on veut, est-ce que le libéralisme, c'est une alternative pour le développement? Pour moi, non. Le libéralisme, pratiquement, parmi les pays sous-développés, aucun pays n'a réussi le passage vers une économie développée avec le libéralisme. Ça a toujours été l'économie du bazar, où une petite minorité qui s'enrichit aux dépens de la majorité. Et alors, là aujourd'hui, les années 2020, quelque chose, on a dépassé les années 90, peut-être qu'on reviendra là-dessus tout à l'heure, on verra. Mais là aujourd'hui, si je vous demande quel est le regard que vous portez sur l'économie algérienne? Je vais juste une petite précision, si vous voulez, je reviens à votre question d'avant. Ça ne veut pas dire que je suis contre l'économie de marché. Je pense qu'on peut utiliser les forces du marché, parce que le marché, des fois, il envoie des signaux mieux que le plan. Par rapport à la qualité, par rapport à la tâche, par rapport au prix, par rapport à la consommation. Donc on peut combiner les deux, le marché et le plan, c'est ça l'idéal. Mais le marché tout azimut, je pense que même les pays capitalistes ont compris que ça ne marche pas. Au moment des crises, à chaque fois, de 2008, la crise de Covid, la crise énergétique, de la guerre russo-ukrainienne, enfin le conflit russo-ukrainien, c'était les États qui ont mis la main à la poche, qui ont intervenu. Ce n'était pas le marché. Le marché aurait été incapable de régler les problèmes d'énergie en Europe. Donc, même dans les pays, nous sommes constamment en crise. Nous sommes constamment en difficulté. Forcément, on a besoin d'un outil de planification. Et ça, c'est pas compatible avec l'économie de marché, vous le redites? Je ne trouve aucune incompatibilité. Je pense que c'est très compatible. On appelle ça, il y a plusieurs, la troisième voie, le troisième... mais je pense qu'il est possible... il y a un modèle de consensus de Washington qui a été conçu par les adeptes donc néoclassiques du FMI, de la BERT et de la Banque mondiale. Ce consensus de Washington,
il prévoyait la transition vers l'économie de marché. Et ce concept de Washington, partout où il a été appliqué, ça a généré des émeutes. Qu'est-ce qu'il suppose? Donc c'est la libéralisation à outrance, diminuer les dépenses publiques, fermer l'économie, les entreprises publiques. Ça a été appliqué chez nous en Algérie. Mais c'était en plein décennie noire. Mais quand ça a été appliqué ailleurs en Afrique ou bien en Amérique latine, c'était des révoltes sociales. À un point où on a modifié la recette. On l'a appelé Concept Washington plus. On a dosé un petit peu avec une certaine dimension sociale. C'est juste comme se poudrer, juste pour le. C'était pas le contenu pratiquement était le même. C'est le néolibéralisme à outrance. Je suis contre ça, contre cette politique. Et vous pensez qu'en Algérie, on est en train de s'orienter vers cette politique L'accord stand-by avec FMI, c'était en 92-93. C'était appliqué. C'est là, à ce moment-là, où on a fermé beaucoup d'usines, on a privatisé une grande partie des entreprises publiques, on a livré des milliers, des dizaines de milliers d'ouvriers au chômage, avec une prime de départ mais qui n'a pas servi à grand-chose. Et c'est à partir de là que ça a commencé le problème. Même la privatisation, c'était un grand échec, la privatisation. C'est rare les entreprises privatisées où les acheteurs ont tenu leurs promesses, ont continué. Ce qu'ils disaient, la plupart du cas, ils étaient intéressés par l'assiette foncière. Ce n'était pas pour produire ou faire quoi que ce soit. Rare, à part quelques briqueteries qui continuent à marcher. Et encore. Et donc, juste une petite parenthèse, vous pensez que c'est la crise économique qui a été à l'origine des années 90, des années noires, cette grande crise? Ça a participé à ça? Si on fait le lien entre les recettes de l'État et donc la crise économique et les réactions des révoltes, on peut trouver une certaine corrélation. Par exemple, la chute du prix du pétrole de 86, avec effet a provoqué les événements d'octobre 88. Oui. La chute du pétrole de 2014-2015, c'était juste après, 4 ans après, 3 ans après ou 4 ans après. 2019, c'était le Hirak qui a. On peut dire que tant qu'il y a la rente, donc l'État peut injecter pour calmer un petit peu pour la paix sociale, et quand la rente en fait défaut, forcément il y a un problème, il y a une crise. Donc le Hirak aussi, c'est un peu. En partie, oui. Il y a un malaise politique, certainement. Mais je dis aussi qu'il y a une explication économique par rapport aux diminutions des recettes de l'État ou la paix sociale, parce que c'était ça le motif du régime de l'époque. Il voulait toujours avoir la paix sociale. Par exemple, en 2011, quand a commencé le printemps arabe, il y avait quelques petits soulèvements dans quelques villes par rapport à l'huile et au sucre. Le pouvoir de l'époque a décidé de supprimer la TVA du sucre et de l'huile. Oui. Ça a désamorcé le processus du printemps arabe en Algérie. C'était en 2011. Il avait une embellie financière, donc il avait la rente qui était là. Les recettes pétrolières qui permettaient de faire ça a calmé les choses. Absolument, oui. Mais on est dans des stratégies de bout de ficelle. C'est pas du long terme, ça. Ça ne veut rien dire. D'où la planification. D'où la nécessité d'avoir une planification.
on peut dire qu'il y a maintenant pratiquement 30 ans depuis qu'on a laissé tomber la planification. Les années 86, pendant le gouvernement Hamrouche, il y avait un gouvernement des réformateurs. Il avait vraiment un petit peu rectifier un petit peu le tir, corriger, apporter des corrections, sans pour autant remettre en cause le principe de la planification. Oui. C'était l'entreprise publique, introduire le principe de la commercialité. C'était en 92, l'introduction du principe de la commercialité, 92. Mais les prémices étaient avant. C'était pendant le gouvernement Hamrouche. Les gens avaient vraiment de l'espoir, espéraient beaucoup de choses de ce gouvernement de Hamrouche. C'était la première fois où il y avait beaucoup d'universitaires qui étaient dans le gouvernement et malheureusement ça n'a pas. Mais le processus qui a été engagé par la suite, c'était d'aller vers l'économie de marché. Petit à petit, on a commencé à délaisser, de mettre de côté la planification, l'outil de planification. À l'époque, avant ça, c'était le ministère de la planification et de l'aménagement du territoire. Ensuite, on a rattaché l'aménagement du territoire au ministère de l'Intérieur. Et la planification s'est transformée en un petit commissariat. Il n'y avait pas beaucoup de pouvoir, beaucoup de prérogatives. Ensuite, c'était fini. Ouais. Donc maintenant, en gros, c'est le marché, les forces du marché qui fonctionnent. Ça c'est un peu la caractéristique principale de l'état des lieux aujourd'hui. Oui, c'est le cas de le dire, oui. Ouais. Avec son lot de problèmes sociaux. Non, mais il faut juste dire une chose. Bon, c'est vrai que du point de vue économique, c'est le marché. Mais heureusement, il y a cette dimension sociale qui est toujours là. L'État, c'est pas tout à fait l'État providence des années 70-80, mais il y a. C'est pas tout à fait quand on voit que le conflit russo-ukrainien a eu des conséquences, même le Covid, sur beaucoup de pays. Donc, en Algérie, c'est pas tout à fait, on ne sent pas tout à fait la même chose comme c'est le cas ailleurs, en Égypte ou là au Maroc, peut-être même en Tunisie, où les prix ont grimpé, les prix chez nous ont grimpé, mais pas des produits de première nécessité. L'huile, le sucre, c'est toujours, ça reste dans une fourchette assez acceptable. Ça, c'est grâce aux subventions. Grâce aux subventions de l'État, oui. Heureusement que la dimension sociale de l'État est toujours là. Mais toujours sans la planification, c'est ça Oui, oui. En gros, on a l'impression que l'État corrige les dégâts que provoque l'économie du marché. Absolument. C'est quasiment son seul rôle maintenant. Oui. On peut dire ça, oui. Hein? Sur la sphère économique, c'est quasiment son seul rôle. C'est la sphère sociale, c'est l'État social qui est là pour un petit peu limiter les dégâts des forces du marché. Et est-ce que l'État est toujours... Parce qu'il y a eu l'État quand même protecteur des années du pétrole, surtout 70, peut-être 80 aussi, et un peu après. Est-ce que l'État est toujours réellement, quotidiennement, en charge de l'école, de la santé, des subventions? Enfin, est-ce qu'il peut encore prendre en charge la société comme ça? Moi, juste une petite précision par rapport à l'État des années 70, qu'il avait un projet de société, il avait la planification, il avait un objectif. Et ce plan économique, c'était les industries industrialisantes. C'était dans le but d'avoir une économie solide. Et pendant cette période-là, le taux de financement, qui est le rapport entre l'investissement et le PIB, était parmi les plus élevés au monde.
C'est-à-dire que sur le plan de la consommation, il avait des problèmes, il y avait des pénuries, il y avait tout a été, c'était le rationnement, parce que le surplus était destiné pour l'investissement, c'est pas destiné pour la consommation. Juste après le décès du président Walid Bouadiene, quelques années après, le nouveau président, qui est venu après, Chadli, il lance le programme anti-pénurie. On voit que le surplus qui était destiné à l'investissement, ça a été dépassé vers la consommation. On a commencé à importer des produits pour la consommation. Et bon, le petit citoyen, c'était pour lui une aubaine. C'était après toutes les années d'austérité de Bouadiene. Sauf que Bouadiene avait un objectif. Il y avait un objectif derrière. C'était pour arriver à une économie de welfare à terme, mais avec des étapes à travers l'industrialisation. Et il y a eu un débat sur cette industrie industrialisante, y compris entre économistes. Vous pensez que c'était une bonne idée de l'avoir essayé, et puis après, on a plus ou moins abandonné, si on est d'accord sur ce constat. Il y a un abandon de cette politique. Oui, c'était abandonné, je l'ai dit. Est-ce que c'est une bonne chose en soi? Est-ce que c'est véritablement un moyen de développer un pays comme l'Algérie, l'industrie industrialisante? Moi, je pense même qu'il y a eu des erreurs, c'était des erreurs avec des bonnes intentions, c'était pas des erreurs pour... si on avait continué dans la même logique, on aurait pu rectifier le tir. C'est que quand on a fait le bilan, dont vous avez parlé, c'était un bilan micro. C'était pas un bilan macro. Quand on a commencé à mettre en place le modèle de développement industrialisante, c'était avec une vision macro. L'équipe qui est venue après le temps de Chadli, le bilan, c'était évaluation microéconomique, entreprise par entreprise. On ne peut pas faire... ce sont deux logiques différentes. On ne peut pas faire l'évaluation microéconomique. Si on fait l'évaluation macro, avec une vision macroéconomique. Et à ce moment-là, à une échelle macroéconomique, bien sûr, des années après, vous pensez que le bilan n'était pas si catastrophique que ça? On ne peut pas juger de la chose parce qu'il a eu une interruption du processus. Oui. Et une interruption qui a fait qu'on ne peut pas préjuger de ce qui allait se passer ou non. Ils ont rompu le processus. En 1983, c'était la première restructuration où toutes les entreprises nationales, les sociétés nationales qui ont été lancées, le socle des industrialisantes, ils ont été dissoutes et transformées en une petite entreprise, avec comme leitmotiv la séparation entre la fonction de production et la fonction de distribution. On a cassé la chaîne. La chaîne, voilà. Mais s'ils ont décidé de réformer, enfin j'imagine, ils ont peut-être fait une mauvaise évaluation, ils ont peut-être mal évalué les choses, mais c'était à partir d'un bilan, j'imagine, qu'ils avaient décidé de réformer, de changer de modèle. Non? C'est complètement idéologique. Non, mais j'ai dit le bilan. Il y a tout un document sur le bilan de la Desni qui a été publié par l'époque, par le fond de l'époque. La philosophie de ce bilan-là, c'est une évaluation microéconomique, même pas sectorielle. Ils n'ont pas fait cette évaluation macro. Voilà. Il fallait faire une évaluation macro par rapport aux objectifs qui étaient prévus et planifiés. Où est-ce qu'on en est? Il faut toujours apporter des corrections,
qu'est-ce qu'il faut corriger. Ne pas faire table rase de ce qui a été fait et redémarrer de zéro. Parce que le côté idéologique avait pris le dessus sur notre logique. Peut-être que le pouvoir, je ne sais pas, peut-être là il faut une réponse sociologique, je ne suis pas sociologue, mais peut-être que le pouvoir de l'époque voulait un petit peu apporter une certaine singularité ou une distinction par rapport à ce qui se faisait avant. Ouais. Peut-être, je ne sais pas, je ne suis pas psychologue, sociologue, mais c'est une piste, peut-être qu'il faut... Ou peut-être qu'il y avait autre chose, d'autres enjeux économiques par rapport à des considérations régionales ou internationales. Est-ce que le secteur, est-ce que l'économie de l'énergie aujourd'hui est une économie florissante? Est-ce qu'elle est en crise? Quel est l'état de ce secteur énergétique aux hydrocarbures et pas seulement, ce qu'il y a avec en Algérie aujourd'hui? Actuellement, c'est ça qui sauve le pays, c'est cette recette pétrolière et gazière qui arrive un petit peu à moitié le choc extérieur. Et l'idée, ça aurait été de ne pas uniquement vendre les hydrocarbures sous l'état brut, mais aussi donc, engager une industrialisation pétrochimique pour permettre au pays d'abord on crée une valeur ajoutée, il y aura moins de chômage, plus d'unités industrielles. Et ça a commencé, ça a commencé avec il y a même du privé international. Par exemple, dans l'industrie gazière, pour produire l'ammoniac et l'urée, il y a Aroa, c'était en Roumanie, il y a les Égyptiens, mais il y a aussi les Français, il y a aussi il y a même, je crois, des projets avec les Turcs, mais pour produire, hélas, en Turquie, pas en Algérie. Pour faire de la pétrochimie en Turquie. Mais ça reste quand même très orienté vers l'export. Oui, mais export pour l'export, il vaut mieux exporter, plutôt que d'exporter le brut, exporter le produit industrialisé. Et est-ce qu'on s'oriente vers ça? Est-ce qu'il faudrait... Pas assez. Pas assez. Pas assez. Pas assez. Qu'est-ce qui freine? Parce que, d'abord, la planification, il faut revenir à la planification, oui. mais aussi cette recette pétrolière. Des fois, on ne consacre pas assez d'argent, assez de fonds pour investir dans le secteur énergétique. Par exemple, avant le Covid, Sonatrach avait prévu 50 milliards de dollars d'investissement sur 7 ou 8 ans. Ensuite, ce choix a été revu à la baisse par l'État, parce qu'il avait le Covid, il avait besoin de... Et puis, c'était la période de disette. Il y a moins de recettes, donc chaque fois on grignote. Donc on a... Il n'y a pas une... Peut-être qu'il faut mettre en place... J'espère que c'est le cas avec ce nouveau... avec cette nouvelle loi de l'investissement. J'espère que ça va... Mais on a besoin d'investissements, même étrangers. Il faut savoir comment les attirer, comment créer une stabilité chez du pays, comment créer un climat d'affaires favorable aux investissements étrangers. Mais ça aussi, c'est pas facile. Comment on peut assurer
ce climat d'affaires sans pour autant nuire aux intérêts du pays. Parce que des fois, le capital international aussi, c'est des bons guerres. Ils veulent avoir le maximum d'intérêt, le maximum de profit, le maximum. Tout ce qui les arrange, presque sans aucune contrepartie. Il faut mettre des garde-fous aussi contre cette possibilité. On reste, est-ce que idéologiquement, on reste encore sur l'idée de l'économie de la rente des hydrocarbures, justement, ou est-ce qu'on a dépassé ce stade-là? Il faut juste dire que sur le plan économique, la rente, c'est un concept, c'est pas, mais qui a pris un contenu péjoratif du moment que le surplus est destiné pour un usage non productif, ça devient péjoratif. Ça devient... Mais c'est les pays occidentaux qui traitent les pays pétroliers de pays rentiers. Mais quand, si je peux ouvrir une parenthèse, quand on voit que 60% du prix du litre de carburant en Europe, en France par exemple, c'est des taxes. Quand on voit en France, 10% du budget de l'État, c'est des taxes pétrolières. 10%. 10%, plus 10%, minimum 10% du budget de la France, des recettes de la France, du budgétaire, c'est des taxes pétrolières. Ce n'est pas des pays rentiers. On ne dit pas que ces pays-là sont des pays rentiers. Pourtant, la rente, elle est captée par tous les segments concernés. Elle est captée par le pays producteur d'hydrocarbures, par les entreprises, notamment les secteurs, et par les États destinataires de cet hydrocarbure. Le partage est effectué entre tous ces segments-là. Ce n'est pas l'apanage des pays producteurs de pétrole. Mais on a tendance à trop le dire, à trop aiguillonner les pays pétroliers. Vous êtes des pays rentiers, vous êtes... Mais ceci dit, comment utiliser la rente à bon escient, comment il faut réhabiliter le travail productif, lui donner un statut. Parce que cette culture de rente fait que certains de nos concitoyens considèrent que le salaire qu'ils perçoivent, ce n'est pas la contrepartie de leur travail, mais c'est plutôt c'est la part de la rente qui lui revient. Ça existe, cette culture, la rente. La captation de la rente prend plusieurs formes par les différents acteurs économiques et sociaux. On peut même s'ingénioniser pour trouver les meilleurs moyens pour capter la rente. Les choses les plus connues, c'est à travers la surfacturation, c'est une forme de transfert de rente, de captation de rente. Mais il y a aussi les réseaux budgétaires, la dépense budgétaire, comment on peut capter la rente. Il y a plusieurs façons de capter la rente. Il y a des stratégies individuelles. Et chacun essaie de voir quelle est la chose lui. Comment il peut tirer le maximum, comment il peut capter le maximum. Soit collectivement ou individuellement. Collectivement, les syndicats peuvent jouer un rôle pour négocier, pour avoir le maximum de salaire, le maximum de... Et le patronat aussi essaie de faire
pareillement, le but c'est de capter le maximum de rente avec différents mécanismes différents. Et comment, je veux dire, en Europe, moi, encore une fois, je vous le dis, hein, je ne suis pas du tout économiste, donc je me hasarde sur des pistes et si je m'hasarde un peu trop, il faudra m'arrêter. Mais l'Europe peut vous dire, ok, la France peut vous dire, ok, moi j'ai 60% de taxes sur le pétrole, par exemple, mais en même temps, cet argent, je le réutilise, je favorise l'industrialisation ici, je favorise les actions sociales là, je règle des problèmes d'emploi ou de conversion de tel ou tel secteur économique, et ainsi de suite. Même en Algérie, on ne peut pas nier la dimension sociale. Il y a des dépenses sociales qu'on ne peut pas nier. La gratuité des soins avec des hauts et des bas, bien sûr, avec l'enseignement est totalement gratuit. Tous les paliers sont... et il y a une couverture géographique assez importante. L'acheminement du gaz et de l'eau et de l'électricité, c'est parmi les taux les plus élevés au monde. L'électricité, c'est presque 98% de raccordement. Le gaz de vie, c'est 57%. Je ne suis pas en train de faire la pub pour le... Non, mais je te dis, les aspects sociaux, on ne peut pas... C'est des dépenses publiques. L'Algérie aussi en fait, pas que la France. Ce n'est pas un détournement total de... Mais il y a une partie qui part, une partie de la rente qui part ça et là. Et le marché aujourd'hui, en Algérie, est-ce qu'il se porte bien? Le marché dans le sens général, large. Est-ce que l'économie algérienne, dans quel état est l'économie algérienne? Pour vous, l'économiste. Elle se porte mal. Quels sont les éléments de ce mal? Pourquoi elle se porte mal? Ben, les éléments, c'est par rapport à ce qu'on importe. Tous les intrants, le quasi-total des intrants sont importés et cela pose problème. Ça crée une sorte de vulnérabilité économique. Le travail productif n'est pas très valorisé par la société avant qu'il ne soit pas l'État. Il faut créer des mécanismes pour valoriser le travail productif. Comment on s'y prend? Il y a plusieurs façons. C'est l'État qui doit le faire, non? Oui, c'est l'État, c'est le rôle de l'État principalement. C'est encore une fois l'absence de la planification. Oui, et c'est entre autres, oui. Entre autres. Mais c'est tout un projet de société, de projet économique pour le pays dont il faut parler. Et ça commence par rapport à la vision globale. Qu'est-ce qu'on veut? C'est lié au projet de société. On ne peut pas dissocier l'économie du projet de société. Dites-moi quel projet de société vous voulez, je vous dis quelle économie il faut. Quelle est la société qu'on essaie d'avoir en Algérie? Ben, chacun voit les choses à sa façon. Peut-être que ma vision n'est pas très partagée par beaucoup de... Mais il n'y a pas une vision cohérente, partagée par ceux qui détiennent le pouvoir. Mais je pense qu'il peut y avoir un certain socle commun, un socle fédérateur qui englobe tous les acteurs de la société dans une dynamique de relance économique, avec un minimum de socle commun. Et demain, vous êtes responsable de développement économique en Algérie. Pour gérer, vous allez commencer par gérer cette crise actuelle. Quelles sont les toutes premières décisions? Qu'est-ce que vous feriez? Avec les mains libres, hein? Vous êtes responsable, mais avec les mains libres. Il faut de moi responsable. Oui, vous, l'économiste. Je pense qu'il faut assainir d'abord
les finances publiques, il faut commencer par ça. Rationaliser les recettes, et encourager l'investissement productif, et combiner les forces du marché avec le plan. Ça, c'est... Il ne peut pas y avoir une planification, uniquement la planification comme outil de gestion de l'économie du pays. Je pense qu'il faut combiner les deux. Vous savez, nous, en économie, on a les externalités, la théorie des externalités. Cette théorie des externalités, elle illustre la défaillance du marché. C'est les coûts sociaux. Par exemple, si vous avez une usine qui produit du ciment, par exemple, le prix du ciment, il est calculé par rapport au coût économique. La masse salariale, la matière première, l'amortissement du matériel et les taxes et impôts. C'est ça le prix. Ça, c'est un prix économique. Mais le prix social n'est pas, le coût social n'est pas pris en considération. Ce qu'on appelle les coûts sociaux. Les coûts sociaux, c'est quoi? C'est toute la pollution qui est entraînée par cette cimenterie. La pollution, des terres qui étaient des terres fertiles sont transformées en terres pratiquement stériles, les maladies provoquées par par exemple la cimenterie de Zahana qui est à côté, le village de Zahana, il y a beaucoup de maladies asthmatiques. Est-ce que la cimenterie de Zahana, est-ce que le prix du ciment reflète ce coût-là? C'est une défaillance du marché. On appelle ça les externalités. Il y a les externalités négatives, il y a aussi les externalités positives. Donc le marché du ciel, il ne peut pas réguler, il ne peut pas prendre tout ça en considération. Qui peut le faire? Non, j'ai dit qu'il faut combiner les deux, le plan et le marché. Il faut réhabiliter le plan. Moi, je pense que si j'avais un pouvoir de décision, je peux faire une proposition de réhabiliter la planification, retourner à la planification. Et mettre en place des projets de long terme. À moyen long terme, même à court terme, moyen terme et long terme. Mais il faut aussi les marchés. Le marché nous envoie des signaux très importants par rapport à la quantité, par rapport à la qualité. On ne peut pas décréter, vous allez produire 100 voitures uniquement à n'importe rien. S'il n'y a pas le marché, on ne peut pas le savoir. Forcément, on va prendre ces téléviseurs qui sont produits ou bien avec une planification sans avoir un regard sur la qualité des produits. Il n'y a que le marché qui peut faire ça. C'est l'un des problèmes de la planification même en Union soviétique à l'époque. Est-ce qu'il existe encore, j'allais dire, une politique économique dans ce pays? Il y a une instabilité. Même du temps du pouvoir de Bouteflika, à chaque fois, les opérateurs économiques, notamment étrangers, se plaignaient du climat d'affaires. Le climat d'affaires, c'est tout l'environnement dont l'investisseur en a besoin pour... et le classement de la Banque mondiale, l'Algérie est très, très mal classée. On a un système bureaucratique très, très développé. Dans les pays développés, pour monter une affaire,
Parce qu'en Suède, oui, il faut 2-3 jours. En Algérie, 2-3 années encore. Quand il s'agit d'un investissement très important, ça prend des années, malheureusement. Ça, c'est la lourdeur bureaucratique. Tout à fait, oui. Ou que le marché n'est pas assez libre, peut-être. Il y a de l'inertie, il y a quelque chose qui bloque au niveau du marché. Oui, donc la libéralisation du marché n'est pas allée au fond. C'est pas tout à fait, justement, c'est pas tout à fait le marché, mais il y a toujours il faut toujours des autorisations administratives qui traînent beaucoup. Ça demande beaucoup de temps. On est à quel taux de chômage? Je n'ai pas le taux réel, mais le taux réel est plus important que le taux officiel. Officiellement, on parle de 12-13%, mais je pense que c'est plus important que ça. Et ça, dans l'état actuel des choses, on n'y peut rien. Il n'y a pas de solution miracle. Par rapport à quoi? Par rapport au chômage. Comment réduire ce chômage? Comment réduire ce chômage? Et même je vous dis même qu'il y a notre chômage qui est déguisé. C'est la pléthore qui est dans l'administration, qui est dans le... Moi, quand j'étais chef d'établissement, j'étais directeur de l'école supérieure d'économie, on m'a imposé un organigramme qui est le même partout. J'aurais pu gérer cette école avec 10% de moi, avec 10% d'effectifs prévus. Par exemple, ça, ils ne sont pas déclarés comme chômeurs, c'est un chômage déguisé, c'est de la pléthore. Moi, je pense que ça existe dans l'administration, dans des entreprises publiques. C'est une forme de distribution de la rente. C'est pas comme ça que l'État va économiser de l'argent. Je ne sais pas, des fois, à l'époque quand j'ai posé problème, j'ai dit qu'on ne peut pas calculer le même organigramme partout. Et il vous faut le même organigramme, avec tant de personnel. Sinon, c'est pas correct du point de vue pour la tutelle. Enfin, le ministère de l'enseignement supérieur. Le marché informel, quel est le poids du marché informel dans l'économie globale en Algérie? Il est très important. Il y a plusieurs ministres qui ont donné plusieurs chiffres différents. Aucun ministre des Finances ou même le Premier ministre de l'époque n'a pas donné Mais on dit que jusqu'à 60 milliards de dollars. En termes de pourcentage? En termes de pourcentage, c'est un tiers. Un tiers? Un tiers. C'est difficile à comparer deux économies comme la Tunisie et l'Algérie. La Tunisie, le secteur informel, c'est un chiffre de la Banque mondiale, 50% de l'économie. 54%. 54%. Le tiers, c'est le minimum le tiers. J'ai dit que les chiffres sont très contradictoires. Ouais. On n'a pas de... Parmi les problèmes, en Algérie, c'est ça, c'est les statistiques qui posent problème. La statistique est très... On n'a pas les données qu'il faut. Mais par rapport à un seul problème, par rapport à l'économie informelle, on a eu plusieurs versions. Parce que quand il y a un grand pan de l'économie, ça devient énorme, son poids dans le fonctionnement. Non, je suis d'accord. Et puis, on ne fait pas assez pour... je me rappelle qu'en 2011, parmi les causes, c'était on a exigé à ce que toute dépense qui dépasse 50 000 dinars
devait être, par exemple, plus de cash. Soit le chèque, soit le virement. Il y avait aussi le problème de facturation. Ces deux décisions qui ont provoqué le soulèvement. Il y a eu une corrélation entre le soulèvement 2011 par rapport au sucre, par rapport à l'huile, qui était l'argument principal qui était avancé, mais aussi il y avait des opérateurs économiques ont refusé ces deux décisions. Limiter à 50 000 dinars le cash et la facturation. L'exigence de facturer toute transaction. Ça a été annulé. On a fait marche arrière. Le gouvernement de l'époque a fait marche arrière. On n'exige plus le cash, on n'exige plus le chèque pour plus de 50 000 dinars. On n'exige plus la facturation. Et on a éliminé la TVA pour le sucre et pour l'huile. Et pour les produits alimentaires de base, comme la semoule ou la farine ou des choses comme ça, aussi? Non, ça c'est autre chose. La semoule ou le lait sont subventionnés par l'État. C'est une subvention d'exploitation. C'est-à-dire, par exemple, le lait, il revient à 50 dinars le litre, son prix réel. C'est 50 dinars le litre. Mais il est vendu officiellement à 25 dinars. Le reste, c'est l'État qui met la main à la poche, qui finance les centrales laitières. Ouais. L'énergie, est-ce que la souveraineté énergétique de l'Algérie est garantie aujourd'hui et pour combien de temps? Si on continue le même modèle, je veux dire. La loi de finances de 2020 et même 2021, 2022 ont supprimé le principe qui faisait que le secteur énergétique était un secteur stratégique. Ouais. Ce n'est plus le cas. Ils ont supprimé la règle de 51-49. Oui, pour les investissements. Oui, on n'exige plus cette règle-là. Avant, pour tout investissement, c'était général. Ensuite, c'était pour le secteur stratégique comme le secteur énergétique. On exigeait à ce que plus de 51%, minimum 51%, l'investissement, c'était un investissement national et généralement étatique. C'était soit un trappe ou soit un gaz. Maintenant, les deux principes, ça y est, ont sauté. Le secteur énergétique le plus stratégique et la règle de 51-49 a sauté. Donc je peux venir demain, si j'en ai les moyens, monsieur, et investir dans une usine énergétique ou n'importe. Donc Normalement, on peut le faire, théoriquement. La loi de sécurité locale de 2019, à l'époque, il y avait des problèmes de recettes pétrolières. Le pétrole était trop bas, c'était en 2019. Cette loi a été instaurée avec deux objectifs. C'est attirer les idées étrangers, les investissements étrangers avec deux objectifs. Pour le financement, c'est le problème de financement, donc il faut attirer le capital étranger, et pour la technologie. Parce que les pétroles Tana ont un taux de rendement le plus faible au monde. Parce que c'est une technologie désuète, ancienne. Nos puits de pétrole ont besoin de gaz ont besoin de nouvelles technologies assez récentes.
Et c'est assez compliqué de ça, de remplacer matériellement l'énergie ancienne, la technologie ancienne par une nouvelle technologie. C'est pas quelque chose de mécanique, mais c'est un processus qui dure dans le temps. C'est pas... Mais il faut engager au moins le processus. Et c'est une bonne chose, pourvu que le capital étranger vient et s'installe chez nous. Et c'est engagé, c'est en cours. J'ai lu, il y a quelques jours, j'ai lu dans la presse que Chevron, déjà, c'est un pétrolier américain, il va investir dans le gaz de schiste, par exemple. C'est une information que j'ai lue dans la presse. C'est une catastrophe écologique. Moi, j'en fais pas une religion, Ouais. mais à une seule condition. Si la technologie qui protège l'environnement, voilà pas. Il ne faut pas que cette technologie touche à l'environnement ni à l'albian. Ouais. Mais on sait que ça touche. Si ça touche, je suis contre. Comment vous pouvez vous convaincre? Qu'est-ce qu'il vous faut Il faut que l'État va mettre des garde-fous pour protéger l'environnement et l'albian. Parce que le gaz de schiste, c'est une industrie qui consomme beaucoup d'eau, énormément d'eau, avec des produits chimiques très polluants. Enfin, je parle de la technologie il y a 10 ans. Est-ce que ça a changé ou non? Je l'espère. En ma connaissance, non. Je ne sais pas. Et ça, Je ne sais pas. En tous les cas, le gaz de schiste, le gaz qui est exporté par les États-Unis en Europe, qui est pratiquement des centaines de milliards de recettes pour le... surtout depuis la crise ukrainienne. C'est du gaz de schiste, hein. C'est pas... Bon, il y a le tide, mais surtout le schiste. Il y a même le sable bitumineux, mais surtout le schiste. Et les trois, le tide ou le sable bitumineux ou le schiste, c'est des hydrocarbures non conventionnels. Est-ce qu'il y a... C'est le forage horizontal. Oui, c'est la technique de la fracturation. Oui. Hein? On casse la roche pour dégager... La roche-mère pour dégager, oui. Ouais, pour dégager des gaz et on récupère ce gaz-là, Tout à fait. et ainsi de suite. Enfin, on ne va pas rentrer dans les détails, mais c'est pour ça que écologiquement, environnementalement, c'est assez dangereux quand même. Oui. D'après ce qu'on sait à l'état des connaissances dans ce domaine. Ce qui semble être plus ou moins confirmé. Mais bon, est-ce qu'il y a une orientation aujourd'hui vers le développement d'un secteur des énergies renouvelables, ce qu'on appelle les énergies renouvelables, pour sortir un peu de cette ère de l'énergie fossile? Le premier programme qui a été lancé dans ce sens, c'était en 2011, c'était le programme pour l'efficacité énergétique. C'était en 2011 qui a été lancé par le gouvernement de l'époque. En 2015, c'est la première fois qu'on a commencé à utiliser le terme transition énergétique. C'était en 2015. Oui. Et là, on a arrêté des objectifs. À l'époque, on est en 2015, et on prévoit 2030 de produire à l'échéance 2030 22 gigawatts, 22 000 mégawatts de renouvelables, qui va représenter 40% de la consommation d'énergie pour le pays. Algérie. En Algérie, oui. Et c'était en 2015, avec une combinaison du solaire, le solaire avec
photovoltaïque, surtout photovoltaïque et un petit peu thermique. Parce que le solaire, il y a deux, photovoltaïque et thermique. Et un peu d'éolien. Et le reste, c'est la géothermie. Mais c'était en 2015. En 2020, l'Algérie, sur les 22 000 MW, n'avait que 400 MW. On avait réalisé que 400 MW renouvelables. C'est rien. C'est rien. Et donc en 2021, fin 2020, il y a eu un nouveau programme. C'était de produire 15 gigawatts, de 15 000 MW à l'échéance 2027. À raison de 100 MW, 1 gigawatt, de 1000 MW par année. Et on attend. On va être ici. Inch'Allah. Vous y croyez? Vous pensez qu'il y a une véritable volonté? Je ne pense pas. Non. Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. C'est des vœux pieux. Mais on n'a pas mis les moyens nécessaires pour. Mais même les 1000 mégawatts, on n'a pas des échos. Qu'est-ce que ça a été réalisé? 1000 mégawatts, c'était avec le principe des 3 P. C'est le partenariat public-privé. Même privé étranger qui est impliqué. C'était en 2022, 2023, on n'a pas encore lancé le deuxième millier de mégawatts. On revient vers vous et vos recherches. Vous publiez pas mal. Ce que j'ai vu sur Internet, parce que malheureusement, je n'ai pas eu le temps d'aller plus loin que de regarder sur Internet, j'ai vu certaines choses. Oui. Et qu'est-ce qui vous paraît important pour le chercheur à développer en ce moment comme réflexion, comme recherche? Sur quoi vous concentrez vos recherches? J'essaie de me spécialiser sur l'énergie. Je pense qu'il n'y a pas assez d'écrits d'économistes sur le sujet. C'est des généralistes qui écrivent de temps en temps, mais des recherches poussées par rapport au secteur en tant que tel. C'est pas assez. C'est pas assez. D'autant plus que l'Algérie avait dégagé trois axes principaux dans la sécurité énergétique. La sécurité énergétique, la sécurité alimentaire, la sécurité sanitaire. Donc je me retrouve par rapport à l'axe prioritaire qui est celui de la sécurité énergétique. J'essaie de trouver un lien, de donner une définition de la sécurité énergétique qui correspond à mes visions et mes convictions. Vous continuez à enseigner? Oui, je continue jusqu'à présent. Vous dirigez des thèses, des travaux de recherche? Oui. Et quelle est la tendance actuelle? Sur quoi travaillent vos étudiants, par exemple, les vôtres? Je peux parler de la tendance générale. C'est qui me pose problème. Je ne parle pas de mes étudiants, je parle de façon générale. C'est la mathématisation poussée. Et par la limite, l'anglais, je suis d'accord. Mais on a tendance d'en faire un critère de recherche. Si vous avez une publication là où il y a trop de mathématiques, c'est de l'économétrie, et en anglais, ça passe. Sinon, pour eux, ce n'est pas de la recherche. Et cela me pose problème. Je pense que les maths, ce n'est pas un objectif en soi, c'est qu'un outil, qu'un moyen. C'est un outil de travail. C'est pas l'objectif, c'est pas.
Mais il y a beaucoup de... La tendance chez nous, je ne sais pas le cas en Tunisie, mais chez nous, c'est la tendance. La dernière question, c'était est-ce que ces questions dont on parle, la crise, le marché, l'énergie, l'économie de l'énergie, comme ça, est-ce que c'est des choses qui attirent? Est-ce qu'il y a un débat sur ces questions? Est-ce que les jeunes se posent des questions là-dessus? Les thésards qui travaillent avec moi, c'était d'abord mes étudiants en graduation, qui travaillent sur l'énergie. Donc, et puis souvent, chaque année, on a un colloque, sans compter les séminaires, les cours. Donc, ils sont bien imbibés de la chose. Il fallait mettre en place cette discipline qui est l'économie politique de l'énergie. Il fallait que les doctorants s'imprègnent, connaissent un petit peu le contenu. Parce que c'était pas évident. C'est une nouvelle discipline qu'ils ne connaissaient pas. Mais le problème est là, et c'est eux qui vont diriger le pays plus tard. Tout à fait. On est en train de faire des programmes pour le nouvelle spécialité, c'est l'énergie et environnement. Les 3 E, économie de l'énergie et de l'environnement. Et ça m'a fait plaisir qu'il y a des doctorants à moi qui ont proposé des modules avec le syllabus, c'est-à-dire avec le programme, les objectifs, la bibliographie. Des doctorants qui ont proposé cela. Ils n'ont pas fait tout le travail, non. J'ai dit, ils ont participé avec moi dans le... Pas que moi, avec nous, avec le comité dans l'élaboration du nouveau programme. Est-ce que vous, le chercheur, bien sûr, parce que les choses personnelles ne sont pas particulièrement importantes, quoique parfois ça peut se révéler important, mais surtout le chercheur, est-ce que vous êtes consulté par les responsables de ces secteurs, que ce soit au niveau de l'État, que ce soit au niveau des entreprises? Est-ce que vous êtes consulté? Est-ce que vous êtes impliqué dans la réflexion? Une fois, j'étais impliqué par les AE. Il y avait une réunion des 5+5 en 2018. On m'a sollicité, j'ai participé activement. En tant que chercheur? En tant que chercheur, oui. En gros, vous avez fait des conférences, vous avez... Oui, j'ai participé dans les préparatifs de cette conférence. Oui. Et je suis membre de l'AIG. L'AIG qui est l'Association algérienne des industries gazières. C'est une association qui est sous la houlette de la Sonatrach et un petit peu la Sonagaz, et qui englobe tous les acteurs de l'énergie, y compris les académiciens. Et au mois de mars, le 14-15 mars, on a une rencontre où je vais participer avec une thématique sur la sécurité et la transition énergétique. Et on vous demande des rapports, vous faites des rapports, vous écrivez. On me demande des publications, des communications, oui. Et quels sont vos circuits de diffusion? Vous communiquez où? Vous écrivez où? Vous publiez dans quoi? J'ai dans des revues académiques, aussi dans la presse. J'ai des publications dans la presse. Je ne sais pas si vous avez consulté. Des articles. Des articles de presse, oui. Et pourquoi le choix de la presse? Ça, c'est un choix. Vous êtes universitaire. On me sollicite. On me sollicite et. Ouais, mais c'est pas un choix. Vous acceptez, on vous sollicite et vous finissez par accepter. Comme d'autres, certains refusent, mais c'est leur problème. Vous l'acceptez. L'idée, il y a une question d'utilité dans ce que vous faites. Vous voulez communiquer avec le public, les lecteurs, les gens qui ne sont pas forcément... J'espère que c'est utile. Oui. Je veux bien, je l'espère bien. Sinon, à quoi ça aurait servi?
Parce que les spécialistes, les décideurs, vous n'avez pas besoin d'écrire dans la presse pour communiquer avec eux, j'imagine. Parce que il y a d'autres circuits pour que, s'ils veulent vous écouter, ils peuvent vous convoquer même. Du moins vous inviter. Je refuse les circuits informels. Des fois, on me demande de faire de donner un avis, mais de façon pas très officielle, pas très... Oui. Ça, j'ai refusé. Ça m'a été demandé, j'ai refusé. Et donc, c'est comme si on veut me... C'est un peu le fond de ma question, est-ce que vous êtes utilisé pour défendre telle ou telle orientation? Je refuse d'être utilisé, mais si je développe des idées qui coïncident avec mes convictions, avec ma vision des choses, qui ne partagent pas d'autres, je ne considère pas ça comme une non, ça, c'est manipulation, normal. Comme une... Mais il arrive parfois que la rencontre dans le 5+5 qui était organisée par le ministère des Affaires étrangères, j'ai participé, j'ai participé activement et je croyais à ce que je faisais, c'était pas... Et ça a abouti à quelque chose? Je pense que oui. Oui. C'était 5+5, c'était les 5 des pays d'Amérique du Nord avec les 5 pays du Sud, oui. Ouais. Ce programme continue à exister, 5+5? C'était en 2018, oui, c'était déjà là. D'accord. Oui. Et donc, aujourd'hui, en Tunisie, l'énergie pour la Tunisie aujourd'hui, elle vient essentiellement de l'Algérie. C'est aussi un outil politique. La première fois où j'ai vu dans ma vie une ferme éolienne, c'était en 2008, je pense, en Tunisie. Je ne l'ai jamais vu auparavant. Ouais. Et à l'époque, on nous a dit que le renouvelable en Tunisie va constituer, on était en 2008, 2007-2008, je ne me rappelle pas de la date exacte, dans 10 ans, ça allait constituer plus de 50% du mix énergétique. Chez nous, on n'avait pas de femmes éoliennes à l'époque. Ouais. En Tunisie, on avait. Et là, maintenant, il y en a. Ça se développe l'économie éolienne. Enfin, l'énergie éolienne. Pas beaucoup, mais à Adran, ils ont une ferme, parce qu'il y a un couloir venteux. Oui. Donc, ils ont installé une. Mais il n'y a pas très. Il n'y a pas d'intérêt manifeste pour l'éolien, oui. Pour le moment. Par contre, il y a un intérêt, si je ne me trompe pas, pour l'énergie solaire. Développement de grandes unités de production d'électricité dans le sud de l'Algérie. Je l'espère. Ça n'a pas encore démarré, il n'y a pas de... J'ai dit en 2020, sur les 22 000 mégas, on dit qu'à 400. 400, c'est même pas 1 000, c'est même pas 1000. 400, c'est la moitié de 1 000. Oui. Même pas la moitié de 1 000. Même pas. Alors c'est 22 000. Jusqu'à 2030. On n'est pas loin. C'est dans 7 ans. C'est rien. Et ensuite, en 2020, c'était 1000 mégawatts par année. En 2020, en 2023, c'était un seul 1000 mégas. Appel d'offres pour un seul 1000 mégas. Comment on va rattraper le retard? Je me permets de vous renvoyer la question. Pas cette volonté. On parle beaucoup. Au niveau du pouvoir. Oui. Quand il y avait l'embellie financière, on aurait pu investir dans le renouvelable. Les années depuis 2000 jusqu'à 2015-2016. On ne l'a pas fait. Et c'est ça, au fait, c'est ça,
Je tourne en rond moi, autour de cette question-là. Pourquoi on ne le fait pas? Puisqu'il y a de l'argent, puisqu'il y a de l'énergie, puisqu'il y a la crise, malheureusement pour certains, mais les malheurs des uns peuvent profiter à d'autres. Pourquoi on ne profite pas de cette manne d'argent qui arrive? On a construit des millions de logements en Algérie. C'est tant mieux pour les besoins de la population. C'est parmi les programmes les plus ambitieux au monde. Les logements sociaux, c'est pas une pratique courante. Mais malheureusement, ces logements ont été construits avec des méthodes anciennes. On n'a pas prévu l'isolation thermique, par exemple. On n'a pas imposé, moi quand on avait commencé à construire ici, on ne nous a pas imposé des normes comme en Europe, la HQE, des normes, la haute qualité environnementale, non. Rien, à part dans ces sismiques, c'est tout. Il fallait renforcer le roi à béton avec, oui. Mais on avait commencé à construire comme si dans le 19e siècle. Alors qu'ailleurs, de nouveaux matériaux de construction plus légers, et plus résistants, surtout l'isolation thermique. On consomme moins d'énergie. L'hiver pour le froid, contre le froid, et l'été contre la chaleur. Oui. On ne veut pas utiliser tant de climatiseurs, et provoquer des pics de consommation. Non. Qui provoquent donc, par la suite des délestages. 10 millions de logements qui sont construits comme on a l'habitude de construire. En Europe. Puis on n'encourage pas l'isolation thermique. Moi, mes frères qui habitent en France, pour 1 euro symbolique, ils ont pu obtenir l'isolation totale de leur maison. Ils ont des pavillons pour 1 euro symbolique. Chez nous, est-ce qu'on parle de ça chez nous? On aurait fait beaucoup d'économies d'énergie. Il n'y a personne, enfin, j'imagine qu'il y a des gens là, au pouvoir qui pensent à ça, mais c'est vraiment la volonté qui manque. Il y a des blocages, il y a pas quelqu'un, évidemment, on ne bloque pas un système, et personne ne bloque pas un système, mais il y a des blocages pour ne pas aller dans ce genre de... Quand il n'y a pas assez de rentrées de vis, tous les problèmes apparaissent. Quand les prix du pétrole augmentent, ça, il n'y a plus de problème. On oublie tout, on ne parle plus de ça. On distribue ce qu'on peut et puis on maintient le calme. Tout à fait. L'Algérie dans 20 ans, c'est quoi? 20 ans, il y aura moins de pétrole, moins de recettes pétrolières, un peu de gaz qui va suffire juste pour la consommation nationale. Et donc, il n'y aura pas de rente. Peut-être que c'est à ce moment-là que l'Algérie se réveillera, elle pensera à son système productif. On ne vit pas en autarcie. Dans 20 ans, c'est aussi l'environnement international qui va changer. Et j'espère que d'ici là, on aura des responsables clairvoyants qui sauront planifier l'Algérie dans 20 ans. Un élément positif qui donne de l'espérance pour finir cet échange passionnant. On est condamné à être positif et être... Il faut toujours espérer, il faut toujours qu'il y ait de... Moi, je pense que l'Algérie, avec sa jeunesse, qui représente le gros de la population, c'est un atout et la jeunesse est de plus en plus instruite et
le numérique qui va venir, qui constitue pratiquement un point important pour l'avenir, c'est... Tout à l'heure, on parlait de l'économie parallèle, informelle. Je pense que le numérique pourra faire disparaître progressivement cette économie parallèle. Quand il y a la traçabilité, quand il y a ça pourrait... Et à ce moment-là, on peut se diriger vers une économie plus productive, plus saine. Je vous remercie bien sûr encore une fois. C'est moi qui vous remercie d'avoir pensé à moi. Moi, ça m'a permis d'apprendre un peu sur l'économie algérienne. Très bien. Donc, merci. Et je pense que ça peut intéresser beaucoup. Sans prix. Merci beaucoup.